Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, en particulier les inconditionnels de notre émission, majuscule propos notre rendez-vous hebdomadaire. Le Rwanda est toujours dans les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, il y a de cela donc 32 ans. Et malheureusement, 32 ans après le génocide commis contre les Tutsis, la région des Grands Lacs continue de faire face à des tensions profondes, nourries par des discours de haine anti-Tutsi, des manipulations identitaires et des fractures historiques non résolues. Si le monde s'était juré le plus jamais ça, après l'Holocauste, de nombreuses voix aujourd'hui alertent sur la résurgence des dynamiques inquiétantes, notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Comment naît une idéologie génocidaire? Par quels canaux se diffuse-t-elle? Et surtout, savons-nous reconnaître les signes avant-coureurs qui précèdent les violences de masse comme le génocide? Que faudrait-il faire pour éviter que la triste réalité du génocide commis contre les Tutsis ne se produise dans la région? Et pour éclairer ces questions cruciales, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités qui connaissent bien la région et qui ont travaillé sur le génocide commis contre les Tutsis. Avec nous, Bruno Bodiguet, chercheur. Bonjour Bruno. Vous avez surtout étudié plus de 300 sites de massacres au Rwanda pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. Alors, ce travail nous permet de mieux comprendre la mécanique du génocide et ses possibles résonances aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également Alexis Mvuka. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alexis, vous êtes analyste, spécialiste surtout des conflits dans la région des Grands Lacs. Alors vous allez nous aider à décrypter les mécanismes contemporains, surtout ces discours de haine et leur mode de propagation. Pour commencer avec vous, Bruno, vous avez étudié 300 sites de massacres au Rwanda. Qu'est-ce que cette recherche révèle sur la planification et l'exécution du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda? Alors au départ, je voulais faire un livre sur les grands massacres qui ont été commis pendant le génocide contre les Tutsis en 1994. Et alors déjà, bon, alors il y en a qui sont très connus, comme à Murambi par exemple, il y a un très grand mémorial, voilà. Par contre, je me suis rendu compte aussi qu'il y en avait qui n'étaient pas connus. Et donc c'était le point de départ de ma recherche. Donc je pourrais donner par exemple la colline de Kabuye à Gisagala, oui, où c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais très peu de gens en ont entendu parler. Pourtant, bon, voilà, c'est quand même un événement considérable. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait, en fait, il y avait un puzzle, mais il y avait des pièces qui n'étaient pas encore, voilà, qui n'étaient pas encore visibles. Donc, je me suis dit bon, allez, on va essayer de faire la totalité du spectre. J'ai été dans 25 districts différents. Pour finalement avoir une espèce de cartographie générale de ces massacres. Alors il y a des massacres de masse, il y a aussi, j'ai aussi été dans des endroits où il n'y avait pas de massacres de masse finalement. Parce que je me disais peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Finalement il n'y en avait pas, mais en fait on voit quand même que la mécanique génocidaire, elle était aussi importante et elle était à des niveaux, donc plus au niveau de maisons, etc. Donc il n'y avait pas de rassemblement. Mais c'était important aussi d'étudier ces lieux-là pour justement essayer de balayer un petit peu toute la zone gouvernementale à l'époque. Donc voilà, et alors donc j'ai posé aussi la question aux rescapés sur les violences qu'ils subissaient avant le génocide. Donc on a aussi des éléments qui sont très intéressants sur la préparation du génocide. Alors, en général aussi, je leur demandais, mais alors il y avait des jeunes qui s'entraînaient, etc., donc qui s'entraînaient à utiliser des armes. Alors, et donc, c'est aussi, mon ouvrage, c'est aussi une étude sur l'utilisation des armes, et notamment les armes de guerre,
Et on se rend compte en fait que les armes de guerre ont été plus utilisées qu'on ne le croit, puisque effectivement les massacres de masse par définition ce sont ceux qui ont fait le plus de victimes. Et donc qui dit massacre de masse dit utilisation d'armes de guerre de plus en plus sophistiquées parfois, donc selon le nombre de... Donc ça pouvait même aller jusqu'à des hélicoptères, des mitrailleuses lourdes, des canons, etc. Donc quand les gens se rassemblaient par dizaines de milliers sur des collines, il fallait utiliser des armes vraiment comme dans une guerre, en fait, mais évidemment, le problème, c'est que c'était contre des civils, et la majorité, évidemment, étaient des femmes et des enfants. Donc c'est ce qui est d'autant plus, encore plus scandaleux. Et donc, c'était un aspect du génocide qui n'a pas été assez étudié. Par contre, c'est vrai ce qui avait déjà été étudié, c'est les circuits de livraison d'armes, etc. Et on voyait, par exemple, que les politiciens français, ils disaient, oui, ils reconnaissent plus ou moins à demi-mot qu'ils ont livré des armes, même pendant le génocide. Mais ils disaient, oui, mais c'était pas pour faire le génocide, puisque le génocide se fait à la machette. Donc en fait, voilà, donc ça répond aussi à ces questions-là. Et donc voilà, donc il y a à la fois des éléments sur la préparation, donc la formation des milices, etc. Mais aussi, alors j'ai essayé d'interviewer aussi beaucoup de personnes âgées aussi, parce que évidemment, elles ont une expérience, elles témoignent des discriminations qui sont très anciennes, donc qui datent des années 50. Et donc il y a des choses très intéressantes. Donc en écoutant ces anciens, je crois que le plus ancien rescapé que j'ai fait témoigner doit approcher du centenaire. Enfin, donc il y a des gens qui sont vraiment âgés. Donc voilà. Et la particularité de l'ouvrage aussi, c'est que en fait, j'ai laissé les témoignages tels quels parce qu'en fait, je ne les ai pas résumés moi-même. Ce sera donc justement ouvert à des gens de pluridisciplinaires qui pourront étudier ces témoignages. Et c'est là aussi que ma maison d'édition qui s'appelle Bouquin a été intéressée aussi, puisque c'est une maison d'édition qui est spécialiste des anthologies. Et eux, ils ont vu, parce que ils ne sont pas spécialistes du tout du Rwanda, etc. Eux, ce qu'ils ont vu de leur regard extérieur, c'est l'anthologie des témoignages. Donc c'est comme ça qu'eux, ils le voient dans le... Par contre, c'est vrai que moi, par exemple, le titre de mon livre, au départ, c'était « L'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis ». Donc c'était le titre technique, en fait, et c'était l'objet de l'étude. Mais alors c'est vrai que eux, par contre, c'est vrai que mon livre va s'appeler « Rwanda, la parole des rescapés ». Donc c'est un titre sobre et qui, on va dire, peut parler aussi au grand public, etc. Donc voilà. Et alors, vous nous parlez de ce que vous avez trouvé par rapport à l'exécution du génocide. Mais si on peut parler un peu de cette phase d'avant le génocide, qu'est-ce que vous avez trouvé comme il y avait des discours de haine, une sorte de déshumanisation pour arriver à commettre le génocide. Qu'est-ce que vous avez pu constater Alors, ce qui est frappant, alors on sait que évidemment cette haine anti-Tutsi, cette idéologie génocidaire, évidemment, elle a été forgée par des intellectuels. Alors, il y a évidemment sont incriminés les pères blancs, et puis les gens du Parmé Hutu, etc. Donc, il y a très longtemps. Mais ce que je vois à travers les témoignages, c'est que l'idéologie était imprégnée, mais vraiment de manière vraiment très très forte, en fait, dans le cœur, jusqu'au cœur, et l'esprit et le cœur des gens, des gens. Donc évidemment, donc, de la population dite Hutu à l'époque. Donc, et on voyait vraiment que c'était... disons, c'était pas totalement, parce qu'ils ont dû mobiliser de force aussi certaines personnes pour faire le génocide, mais quand même, on sent qu'il y avait une imprégnation très forte quand même, et qui était arrivée jusqu'aux couches les plus défavorisées de la population. Et en plus, c'était là où ils avaient été chercher les tueurs. J'avais un des témoins qui me dit, on a été chercher les tueurs, d'abord chez les équarrisseurs, les bouchers et les gens qui avaient été condamnés pour crimes de sang, en fait, qui étaient prisonniers ou ex-prisonniers. Donc ils ont commencé à la fois aussi pour sélectionner les tueurs, etc. Donc il y a quelque chose de très frappant et de très...
ouais, très frappant en fait de voir à quel point chez de nombreuses personnes, l'idéologie était ancrée en eux. Ils avaient réussi vraiment alors c'était pas totalement, effectivement. Donc il y a des gens qui étaient hésitants, etc. Et on a dû les forcer, les menacer, etc. Hein. Mais quand même une certaine imprégnation qui est quand même effrayante, quand même. Hein. Ouais. Voilà, donc le génocide a été pendant longtemps préparé avec surtout cette haine anti-Tutsi qui s'est propagée dans la population. Alex, vous étudiez depuis plusieurs années les conflits dans la région du Grand Lac et Bruno vient de nous parler de ces discours anti-Tutsi, ces discours de haine qui ont marqué le Rwanda depuis l'époque coloniale jusqu'à l'exécution du génocide commis contre les Tutsis. Comment caractérisez-vous cette évolution de discours de haine, malheureusement aujourd'hui? Je le dis souvent, en fait, dans la région de Grand Lac, il y a cette idéologie qui est disséminée, oui. Mais ce n'est pas qu'elle a été exportée du Rwanda. Oui. Et elle existait déjà en RDC. Donc, avant l'arrivée massive des réfugiés rwandais en 1994 en ex-Zaïre, il y avait bien cette idéologie-là? Effectivement. Il y avait, je le dis souvent, c'est une idéologie transfrontalière. Ce n'est pas qu'elle s'est déplacée d'un pays à l'autre. Oui. Bien sûr, ça se manifeste différemment dans chaque pays, avec des dynamiques différentes. Mais le fait qu'il y a eu au moins 80% des réfugiés rwandais qui ont choisi le Congo comme le pays où ils devraient se diriger, je l'explique, c'est parce qu'au Congo, il y avait l'environnement et les conditions favorables pour continuer cette idéologie. Et effectivement, ça se voit aujourd'hui, il y a après 30 ans, des génocides contre le Tutsi au Rwanda. Et je vois le parallélisme avec ce qui s'est passé au Rwanda. Les acteurs non étatiques comme les Interahamwe, le Impuza Mugambi et les autres qui soutenaient l'armée et bien sûr d'autres volontaires dans la population, on voit ça en RDC et on voit aussi le rôle de l'État de la même façon que ça s'est passé au Rwanda. Et on voit les acteurs non étatiques qui se multiplient d'ailleurs plus que le nombre de groupes qui existaient au Rwanda à ce moment-là. On voit aussi la sanctification, la normalisation de ces phénomènes des groupes armés qui n'ont pas de revendications politiques, oui. Sauf qu'ils se disent qu'ils veulent exterminer un groupe social parce qu'ils parlent une langue quelconque ou bien ils sont Tutsis. On voit le rôle de plusieurs acteurs dans cette évolution. Effectivement, le message de haine qui accompagne l'exécution de tueries. On voit vraiment l'environnement politique à Kinshasa qui a pris cette idéologie comme ce qu'on appelle political correctness en anglais. Donc ça devient les normes. Si des acteurs se comportent ou bien disséminent le message de haine, ils ont le prix. Ils ont un travail. Ils deviennent des ministres parce qu'ils ont tenu de tel ou tel discours. Donc les crimes sont commis dans une impunité totale. Totale. Ce n'est pas seulement l'impunité, mais c'est aussi... c'est encouragé. Et vous avez vu en 2023, les 200 groupes armés qui s'appelaient le Maï Maï, oui. Ils ont été légitimés, donc ils ont été sanctifiés, on les a donné l'autre titre comme des Wazalendo. En Swahili, Wazalendo, ça veut dire les patriotes qui défendent les territoires, entre guillemets. Mais tous ces groupes incluent bien sûr le groupe rwandais, FDLR,
fait partie de ces réseaux. Tous, ils partagent ces messages de haine. Et Alex, si je vous comprends bien, l'arrivée massive des forces armées rwandaises après avoir perpétré le génocide, les miliciens interahamwe et les citoyens ordinaires, cette arrivée en ex-Zaïre n'a fait qu'aggraver une situation qui était déjà existante. Bien sûr, bien sûr. C'est moins écrit, mais justement pendant les génocides contre les Tutsis au Rwanda, oui. Pendant l'exécution, donc pendant vraiment l'apogée, l'extrême de l'apogée, oui. Parce que ça s'est préparé pendant des années. Oui. Immédiatement, il y avait déjà les tueries au Nord Kivu. Les Tutsis étaient déportés vers les frontières du Rwanda. Et l'armée, les gardes présidentiels de Mobutu, d'Alex Zaïre, ils avaient mobilisé la logistique. Ils avaient créé même des agences, des compagnies de transport pour chasser les Tutsis au Nord Kivu. Oui. Donc, c'est que, pour rentrer à votre question, il y avait à Goma 35 000 ex-soldats de l'armée rwandaise. Avec leurs armes. Avec leurs armes. Il y avait 80 000 ex-combattants interahamwe et d'autres. Et ils n'ont jamais été désarmés. Ils étaient dans plusieurs camps. Il y avait l'opération turquoise qui les protégeait. Mobutu qui se trouvait dans le dilemme parce qu'il n'était plus soutenu par la puissance mondiale. Et il voulait à tout prix soutenir ce groupe pour revenir au Rwanda et continuer la continuation du génocide. Et donc, il a donné l'environnement, il a donné, ils étaient hospitaliers, les églises, la société civile, toutes les institutions sociales. Oui. Ils ont soutenu les réfugiés, mais vraiment pas dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est beau, mais il y avait cet aspect de soutenir la propagation de l'idéologie du génocide dans la région, dans le pays. Oui, toujours sur le même sujet, Bruno, vous avez travaillé sur les points communs entre le Rwanda de 1994 et certaines dynamiques en République démocratique du Congo. Quelles sont les similitudes qui vous semblent les plus préoccupantes? Alors, je n'ai pas travaillé sur les points communs, mais en fait, je les ai constatés à force de suivre l'actualité depuis quand même plus d'une dizaine d'années sur le Congo et les rapports rwandais et congolais. Et puis, aussi le fait d'avoir étudié l'histoire du génocide ici, avant de faire des témoignages. J'ai ouvert énormément de bouquins depuis 2003. Et effectivement, il y a des points communs. Alors, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, le FPR, au départ, c'était une force... On parle souvent... Alors, il y a eu l'emploi par les médias à l'époque de l'expression conflit interethnique. Mm-hmm. Et donc... alors on se disait, le pouvoir en place, il est ethniste, parce qu'il favorise les Hutus, etc. Il est suprémaciste Hutu. Mmh. Et donc, en miroir, les gens s'imaginaient que le FPR était la même chose, mais de l'autre côté, dans un autre sens. Mmh. Or, pas du tout, en fait. Le FPR était un mouvement politique et qui était justement... qui faisait des revendications, évidemment, de gouvernance, de plein de choses, de démocratie, etc. Mais il y avait aussi donc cette idée de combattre, en fait, le poison de l'ethnisme. Mmh. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez le M23 et ses alliés, puisque de toute manière, au départ, la raison d'être de la lutte du M23, c'est parce que ce sont des enfants de réfugiés, exactement 30 ans après, et comme le FPR était issu des enfants des réfugiés de 59. Donc il y a déjà ce point commun-là.
Et puis l'autre point commun, c'est justement c'est à la fois c'est aussi une lutte contre le tribalisme, l'ethnisme, et dont on sait très bien que c'est un poison. On l'a vu ici en 94, donc évidemment. Mais le problème, c'est que les leçons ne sont pas tirées et on a l'impression qu'il va se passer la même chose, et il se passe des exactions de type génocidaire dans l'Est du Congo, on le voit. Donc, et on le voit, alors c'est pareil, on le voit dans les instances des dirigeants du M23. Par exemple, le président Bertrand Bisimwa, c'est pas un Tutsi congolais, il ne sait même pas parler Kinyarwanda, c'est un Mouchi. Donc, voilà, du Sud Kivu. Moi, j'avais interviewé quelques personnes de ce mouvement à l'époque, il y a une dizaine d'années. Je me souviens d'un résident français qui était donc un des cadres du mouvement M23, qui s'appelait Jean-Paul Epengue, qui est décédé depuis. Lui, alors, on n'en parlait jamais, mais finalement j'ai découvert qu'il était katangais en fait, c'était un pur katangais en fait. Le porte-parole Laurence Kanyuka, c'est un Kassaïen. Oui. Donc on se dit bien, on voit bien. Alors et Corneille Nangaa, je crois qu'il est de la province orientale. Enfin bref. Et Willy Ngoma, il me semble qu'il est je crois qu'il est du Bas-Congo, non? Voilà, du Congo central. Ouais. Voilà. Donc on voit bien qu'en fait, c'est à la fois un mouvement politique qui n'est pas tribaliste, qui lutte contre le tribalisme, et qui donc arrive à agréger des personnes qui se rendent compte que depuis l'indépendance, on a une gouvernance au Congo qui est catastrophique, et qui est néocoloniale, et qui d'ailleurs fait penser à la naissance du Congo colonial sous Léopold II. La conférence de Berlin, on a dit à Léopold II, on veut bien te donner le Congo, mais tu laisses nos entreprises internationales faire le pillage, machin. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression qu'en fait, il perpétue en fait ce colonialisme en fait, tout en se présentant évidemment pas comme ça, mais voilà. Alors, Alex, est-ce qu'on peut dire qu'il existe aujourd'hui des signaux d'alerte comparables à ceux observés avant le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994? Affirmative. La crise en RDC, ça a dégénéré pendant des années. Et il y a beaucoup d'écrits sur le Congo. Et souvent, chaque étude se focalise sur un point. Il y a une sorte d'oublier vraiment l'aspect principal, ce qui est cette idéologie du génocide qui a atteint l'apogée. Oui. Je vois bien sûr les similarités de cet apogée, dans le sens que si on dit que normalement dans la définition du génocide, on parle des crimes de l'État. Le génocide, c'est le crime de l'État. C'est l'intention de détruire un groupe social entièrement ou totalement, ou bien en partie, parce qu'ils sont tel ou tel. On voit l'implication de l'État dans les persécutions sélectives et tuées. En illustration, je vous donne par exemple des exemples. On peut se demander pourquoi le gouvernement congolais ne répond pas au problème de Codeco, un groupe qui est tellement dangereux dans l'Ituri, qui tue au moins 1300 personnes chaque année. Si on descend dans les Rwenzori, on se demande pourquoi l'État congolais ne répond pas avec des drones ou bien bombardements au groupe terroriste ADF, qui est un réseau qui touche dans plusieurs pays de la région et qui serait source financièrement et en armement dans la région. On peut se demander pourquoi l'État congolais ne répond pas à ces 200 groupes armés, Maï-Maï, chaque communauté. Ils ont développé des seigneurs de guerre qui contrôlent certains sites des territoires. Mais ils ont aussi au moins 60% des contrôles des barrières illégales, même de certains carrés miniers. Alors, leurs communautés ne sont pas touchées.
Alors, on voit des réactions, des interventions disproportionnées qui ciblent des groupes, des endroits, parce qu'il y a des habitants qui sont choisis dans ces modèles de génocide. Le Mouesso a été bombardé, Massissi a été bombardé énormément. On voit aujourd'hui Minembwe qui est bombardé chaque jour, quotidiennement, 400 bombes par jour, parce qu'il y a des habitants qui sont sélectivement choisis pour être tués, exterminés par ces mêmes machines de génocide. Alors, donc, je vois cet apogée parce qu'il y a l'implication de l'État, il y a même l'implication des États de la région. Je vois l'implication des acteurs non étatiques, qui est similaire de ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, tous ces éléments, les messages de haine qui accompagnent ça, donc tout ça montre que ça doit nous alerter qu'il y a ce qu'on appelle time bomb. C'est vraiment le bombe qui va s'éclater. Compte à rebours. Voilà, exactement. Et alors on voit que, justement, comme vous nous le montrez, il y a cette passivité de l'État congolais, mais aussi je voudrais poser la question à Bruno. On voit que malheureusement, il y a aussi la passivité de la communauté internationale. Et un peu comme ça s'est passé au Rwanda en 1994 et même un peu avant. Est-ce que, Bruno, on peut dire qu'aujourd'hui, la communauté internationale a des outils pour détecter et prévenir cette dérive génocidaire, malheureusement, qui peut arriver? Alors, précisément, enfin, globalement, la communauté internationale, je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais moi qui suis la politique française, par exemple, j'ai suivi celle qui avait été donc la politique franco-rwandaise dans les décennies précédentes. Donc ça, j'ai suivi de près, évidemment. Ça appartient à la fois à l'histoire du génocide et à l'après-génocide, donc jusqu'il y a quelques années, jusqu'au rapport Duclerc, etc. Donc on voit que la France finit par non seulement reconnaître le génocide contre les Tutsis et reconnaître son rôle voilà. Et donc, alors même si c'était pas forcément, comment dire, globalement c'était pas vraiment des excuses, mais bon, on a bien compris qu'il reconnaissait un rôle quand même éminent dans cette histoire. Et alors, s'agissant du Congo aujourd'hui, l'année dernière, on a vu, au moment juste après la prise de Goma du M23, on a vu un peu effarés des centaines de mercenaires. Alors, ils étaient blancs, enfin, on ne savait pas trop au départ, ceux qui ne sont pas observateurs fins de la région, on ne savait pas qui c'était. On a fini par comprendre que c'était des franco-roumains. Finalement, l'entreprise appartenait à un Français. Enfin bref, des choses comme ça qui font vraiment penser aux mercenaires serbes que Chirac avait envoyés pour sauver Mobutu. C'est-à-dire qu'on voyait, en fait, on voit que... Parce que quand on dit mercenaires, on a l'impression que c'est privé. Mais en fait, on dit quoi au niveau de la politique française, quand il y a un groupe de mercenaires qui part, c'est quand même supervisé. Disons qu'il y a une espèce de feu orange ou feu vert, ou en tout cas de la part des autorités françaises, pour laisser partir un groupe de mercenaires dans un endroit donné. Donc on ne peut pas, comme ça, former un groupe de mercenaires en France, aller dans des zones de conflit où il y a... Et aller contre les intérêts de l'État français. Donc, en tout cas, pas de l'État français, mais de la politique qui est décidée par les politiciens en place à ce moment-là. Donc voilà. Et le fait qu'on voit en fait que ces mercenaires franco-roumains, il y en a plein qui faisaient partie de l'armée française, etc. Enfin bon, on a vraiment l'impression que les leçons, elles ne sont pas tirées.
et puis on le voit diplomatiquement. Macron a tendance à caresser gentiment Tshisekedi, etc. Normalement, si on tirait vraiment les leçons, parce que tout ça tourne autour du tribalisme, du néocolonialisme, etc. Donc en fait, si on tire vraiment les leçons, on se dit non, on ne va pas aller dans ce chemin dans lequel on a déjà été avant, et on ne va pas recommencer. Et pourtant, on a l'impression que c'est ça qui se passe. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment problématique, quoi. Et alors, avec les procès qui ont été organisés en rapport avec le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, il s'est avéré que le génocide commis contre les Tutsis a cette particularité que c'est un génocide qui a connu la participation en fait, de toutes les couches de la population. Et alors, Alex, je voudrais vous demander, avec ces discours de haine anti-Tutsi qui se propagent au vu de tout le monde, non seulement à l'est, dans tout le pays de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on constate la même réalité? C'est toutes les couches de la population qui sont impliquées, ou bien c'est l'État ou certains groupes qui essaient de manipuler, d'instrumentaliser les autres couches de la population? Il y a plusieurs acteurs, inclus la population, mais chacun a son rôle. Il y a eu beaucoup d'années, la société civile a produit l'explication, donc la justification de la haine. Oui. Et on a vu récemment l'implication des acteurs internationaux qui ont développé des centres, entre guillemets, des centres de recherche, qui développent des narratifs très partiels pour justifier la haine. Oui. On voit un phénomène de, pas seulement l'omission d'alerter ce qui se passe, et surtout avec les organisations internationales, mais ce n'est pas seulement le silence ou l'omission, mais aussi c'est le déni. Ils dénient qu'il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est l'autre aspect des acteurs, mais on voit aussi les acteurs politiques qui ont créé justement l'espace au niveau des institutions étatiques dans le Parlement, des débats qui vont pendant des mois pour débattre sur les sujets. Je peux donner un exemple. En 2020, il y avait un débat d'une commune rurale, parce que c'est une commune qui est habitée par les Tutsis. C'est devenu viral, en tout cas en RDC. Toute la population s'est soulevée pour dire que cette commune ne doit pas exister parce qu'elle est habitée par une population qui n'est pas voulue. Et ce n'est pas seulement de débats pareils. Ça sort de la politique d'il y a longtemps, dans les années 1990, avec le Parlement qui a produit un rapport appelé Vango Mambweni. Et ce rapport décidait qui était congolais, qui n'est pas congolais. Et ce débat sur la nationalité est accompagné justement de la haine. Ce n'est pas un débat juste de dire que ces gens n'ont pas le droit de vivre au Congo, c'est accompagné de ces messages de haine. Oui. Alors on voit le rôle des acteurs politiques, on voit le rôle de la société civile, on voit le rôle des ONG qui n'ont pas le courage de confronter la haine, qui n'ont pas le courage de venir en aide aux victimes. On voit le rôle de la société civile qui s'est mobilisée et a pris le rôle de justifier la haine. Et bien sûr, le média, comme RTLM au Rwanda. On a vu la chaîne nationale de la télévision à Kinshasa qui donne l'espace aux autorités supérieures du pays, comme le porte-parole de l'armée, pour propager le message de haine, mais aussi d'autres journalistes qui font la même chose. Donc, les acteurs sont nombreux et on peut les énumérer depuis le bas et à haut, ou bien depuis à haut en bas. Et alors, Bruno, je voudrais vous demander,
à propos de cette circulation, de ces discours, cette propagation des discours de haine, et d'après ce que vous avez pu relever dans vos recherches et dans vos études, quels sont les principaux vecteurs de cette propagation, du moins dans la région des Grands Lacs? Alors, moi, ce thème-là, ça me fait penser à des acteurs, justement, il parlait des années 90, où ça commence à... Il y a à la fois le génocide contre les Tutsis qui se greffe dans cette histoire. Il y a des acteurs, en fait, qui sont... par exemple, le gendarme Paul Baril, par exemple, il est à la fois un idéologue, mais il est à la fois un militaire qui agit sur le terrain. Donc, il est à la fois... On le retrouve au Rwanda pendant le génocide. On le retrouve conseiller du ministre, à la fois de Mobutu et aussi du ministre de la Défense, Honoré Ngbanda. Et Honoré Ngbanda, ils forment une espèce de couple infernal au départ dans les années 90, à propager une narration délirante et complotiste de millions de morts au Congo déjà depuis les années 90. Hein. Et on voit que, par exemple, Honoré Ngbanda, qui forme un groupe qui s'appelle Apareco, un groupe dans la diaspora congolaise, un groupe extrémiste, violent, etc., qui sont liés aussi à ce qu'on appelait les combattants congolais en France, qui avaient des actions violentes, etc. Donc cet idéologue qui est proche de Mobutu, proche des réseaux français, etc., on voit que le groupe qui forme, il y a des militants, et tout de suite, et ces militants-là, on les a vus après fleurir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment des politiciens ou des acteurs majeurs de ce conflit, hein, vraiment des acteurs de ce conflit. Hein. Quand on est ministre de la Défense, ou quand on travaille pour le ministère de la Défense, qu'on est gendarme à l'Élysée dans les années 80, etc., donc on est vraiment acteurs à fond, hein, vraiment, mais on voit que ces acteurs-là ont aussi finalement créé des émules au niveau qui ont créé des militants, et ces militants-là, ils ont propagé, comment dire, alors ça peut être par exemple Yuyu Mutumosi, par exemple, c'était une activiste, voilà, mais qui était membre de la Pareco, donc le parti créé par Honoré Ngbanda. Et elle a réussi à essaimer et à être partagée des dizaines de millions de fois en disant le M23 mutile les femmes, etc. Alors que c'était complètement l'inverse en fait, puisque c'est pas leur mode d'emploi, mais c'est le mode de leurs amis du FDLR qui viennent du génocide contre les Tutsis et qui ont créé ce mode horrible de mutilation des femmes, qui l'ont importé au Congo. Et qui, évidemment, après, ça fait des émules chez les milices Maï-Maï, etc. Mais on voit bien que, donc, en fait, il y a des manipulations médiatiques très, très importantes et qui ont réussi, donc, depuis une quinzaine d'années, en gros, peu après la naissance des réseaux sociaux, dans les années 2010, on a vu fleurir et se propager cette idéologie délirante de narration, une espèce de narration, un délire consensuel collectif qui est devenu vraiment collectif parce qu'il n'est plus uniquement réservé aux élites et aux politiciens, etc. Mais on voit que dans les diasporas, alors pas uniquement la diaspora congolaise d'ailleurs, ça qui est terrible, c'est qu'en fait ça s'est propagé dans d'autres diasporas où des gens, comment dire, dont les parents étaient immigrés en France, d'origine africaine, etc. Et voire au-delà en fait. Exactement. Et donc, et donc pas que des gens lambda, mais des militants antiracistes par exemple, qui vont, ou voire même pas d'africanistes, etc., mais qui vont reprendre une narration tribaliste, alors qu'en fait, ils sont censés être antiracistes. Panafricanistes, c'est quand justement, on est l'opposé de tribaliste quand on est panafricaniste. Exactement. Et là, il y a quand même un énorme paradoxe, c'est qu'en fait, ces narrations-là, comment dire, pignon sur rue maintenant, et c'est sur mon propre mur. Je vois ce que partagent mes amis, qui sont censés être,
contre le racisme, contre le colonialisme, etc. Et je vois cette narration qui est reprise parce que ces discours circulent vraiment très très bien. C'est très déroutant parce qu'en fait, quand on travaille dans la région, qu'on habite là-bas et qu'on voit des choses qui n'ont rien à voir, enfin, et que ces choses-là n'ont rien à voir avec la réalité, et qu'on est face justement au contraire à des alertes génocidaires, bah c'est vrai que ça fait mal au cœur et c'est à la fois dangereux parce qu'on se rend compte que c'est pas que par exemple les politiciens français qui vont soutenir ces politiques-là, mais c'est aussi l'opinion publique en fait. Et alors si on parle des partis politiques, alors là c'est encore autre chose, mais c'est vrai que là on est dans tout l'échiquier politique quasiment. Alors que ce soit à l'extrême droite, mais ça c'est normal à l'extrême droite de soutenir le racisme, l'exclusion, etc. C'est normal, c'est leur ADN. Mais évidemment, après il y a tout l'échiquier politique. Et alors en plus, ceux qui sont, par exemple le parti LFI, par exemple, la France Insoumise, qui est le parti qui est censé lutter contre le racisme. Contre les discriminations, etc. Donc, on leur dit toujours, vous en faites trop, vous pensez qu'à ça, etc. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, mais ils ont changé, ils ont évolué. Mais par contre, comme Jean-Luc Mélenchon est un admirateur de Mitterrand et de sa politique, eh ben, il va dire, il avait raison, ce qu'il avait fait au Rwanda, par exemple. Donc en fait, on voit que ça n'évolue pas. Moi, je le vois à travers la politique française que je suis, évidemment. Donc je ne le vois pas au niveau international, des instances, l'ONU, etc. Si je ne suis pas spécialisé là-dedans, mais ce que je vois, en tout cas à mon niveau de personnes françaises qui suit la politique depuis longtemps, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et justement, comme vous le dites, il y a une incompréhension. Il y a ces discours de haine qui sont véhiculés, qui sont propagés dans une indifférence totale des autorités compétentes de la République démocratique du Congo. Et Alex, je voudrais vous demander comment comprendre cette inaction, cette passivité, cette indifférence de la communauté internationale devant les signes d'alerte qui sont visibles, des exactions qui sont commises, des discours de haine qui sont propagés au grand jour. Comment comprendre cette indifférence, cette passivité? En fait, en RDC, ce n'est pas seulement une normalisation, il y a une sorte de chantage aux acteurs internationaux. Si vous êtes un ambassadeur à Kinshasa, vous défiez ou bien vous résistez à cette culture de haine, oui. Vous allez perdre l'ambassade. Donc, il y a eu une sorte de, non seulement normalisation, mais de créer une sorte de culture. Du fait que beaucoup des acteurs internationaux, ils ont besoin de faire partir de l'histoire du Congo, parce que le Congo, ce qu'il représente géographiquement, mais ce qu'il représente aussi avec les ressources naturelles, son histoire, parce qu'il était le bastion de la guerre froide. Les grandes puissances ont toujours voulu se demander, mais qui va avoir l'influence sur le Congo? Est-ce que c'est la Chine ou bien c'est quel pays qui a l'influence sur le Congo? Alors, cette position des acteurs internationaux a souvent influence cette partialité ou bien le silence de répondre à cette question. Alors, il y a aussi l'aspect de l'intervention des Nations Unies. En étant, il y a des troupes il y avait plus de 20 000 personnes. Ça a réduit un peu, mais ils dépensaient, je pense, 1,5 milliard de dollars chaque année. Et du coup, comme ils sont des partenaires, ils deviennent partenaires de la haine. Je dois le dire dans ce sens. Si le gouvernement congolais soutient le groupe armé comme le FDLR ou bien le Wazalendo, et que les Nations Unies, les troupes des Nations Unies sont des partenaires du gouvernement, automatiquement, indirectement, il ne peut pas arrêter cette histoire de haine. On peut continuer d'analyser beaucoup de raisons qui font ça, mais bien sûr, on a vu, ce n'est pas seulement au Congo, on a vu au Rwanda, pendant le génocide contre les Tutsis, les Nations Unies, ils ont décidé de retirer les troupes. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de renseignements sur le danger de ce qui va être. La même chose en RDC. Les positions des pays puissants qui peuvent intervenir, ils sont seulement dans la mesure d'intervenir si
les groupes qui sont persécutés par un pays qui est contre leurs intérêts. Donc les minorités sont souvent protégées seulement si l'État qui persécute ou bien qui exécute les génocides est contre les intérêts de ceux qui peuvent intervenir. On a vu le cas de Libye, par exemple. Il y a eu l'intervention, ils ont appliqué ce qu'on appelle la responsabilité de protéger. C'est une loi internationale qui dit clairement que si un pays n'est pas capable de protéger les civils, à ce moment-là, il y a la responsabilité des acteurs internationaux ou bien la communauté internationale doit intervenir. Donc, l'idée de l'intégrité territoriale n'est plus applicable. Mais le Congo a atteint ces chaînes plusieurs fois. C'est quand même contradictoire qu'on décrit le Congo comme un pays sans loi, un pays sans État, mais on n'applique pas la responsabilité de protéger. Et souvent, c'est cette position politique qui fait que la justice n'est pas appliquée ou bien l'intervention inclusive n'est pas considérée. Voilà. Alors Bruno, vous nous avez montré combien ce discours de haine, cette idéologie génocidaire a finalement franchi les barrières de la sous-région. Est-ce qu'on peut dire qu'il peut y avoir des stratégies pour contrer ces discours de haine, cette idéologie génocidaire qui malheureusement se propage dans la sous-région? Moi, à mon propre cas, j'aurais pu être manipulé, par exemple, si je ne connaissais pas le... Bon, donc j'en connais qui sont manipulés, mais en fait, donc, le premier devoir du public, c'est d'essayer de s'informer. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il n'y a pas non plus des milliers d'ouvrages, etc. Donc, c'est sûr que ce n'est pas évident. Donc, il ne faut pas être non plus essayer d'être trop condescendant, peut-être. Parce que quand les manipulations, c'est bien, elles fonctionnent parce que justement alors il y a des gens qui veulent bien se laisser manipuler, je peux aussi l'entendre, mais il y a aussi vraiment, voilà, le complotisme, etc. Parce qu'en fait, ces discours, ils passent, mais pas de la manière, par exemple, qu'on a au Congo, par exemple. Oui. Au lieu, pour faire passer, par exemple, on va dire. Au lieu de dire, par exemple, je ne sais pas, les Tutsis sont des êtres maléfiques et qui veulent faire un empire Hutu et qui veulent gouverner le... Voilà. Donc ça, c'est un discours qui ne pourrait pas passer en France, parce qu'on dirait... C'est plus difficile de faire passer ça, parce qu'en fait, on dirait, ah mais ça ressemble en fait au protocole des sages de Sion qu'on a vu dans la... Donc ça ne peut pas passer. Donc on le dit d'une autre manière, on va dire, le M23 sont des violeurs, par exemple, et ce sont des étrangers qui agressent le Congo. Donc, ils essaient de jouer sur la fibre, on va dire, patriotique, un petit peu, en disant un pays africain se fait attaquer par des suprémacistes, par exemple, des gens qui veulent gouverner. Donc, c'est comme ça, c'est sous cet angle-là, en fait, que c'est présenté. C'est pour ça que ça marche, en fait. Évidemment, si on disait... par contre, c'est vrai que les discours les discours de haine qui circulent intra-congolais, hein, donc sur le territoire congolais, c'est pas du tout les mêmes ressorts. Donc, on voit bien que c'est quand même, c'est aussi, il y a des manières de faire passer, en fait, et donc de disqualifier, par exemple, les M23, etc., par exemple. Donc on les disqualifie et on sonne l'alerte, en fait, et donc on fait appel à la fibre féministe, fibre anticoloniale, fibre antiraciste, etc. Et donc c'est là où c'est comme ça que les manipulations fonctionnent, en fait, à l'extérieur du Congo, en fait. On n'a pas les mêmes ressorts selon de quel côté où on est, en fait. Voilà, c'est vrai. Alors, Alex, là, si je vous posais la même question, on voit qu'il y a cette passivité, cette indifférence dont nous parlions. On peut se demander d'où viendra le salut de la sous-région, qui va délivrer la sous-région de ces discours de haine, cette idéologie génocidaire qui prend malheureusement de plus en plus de l'ampleur dans la sous-région. En fait, depuis longtemps, les solutions au problème au Congo, qui est lié à cette idéologie que nous venons de discuter, sont toujours importées. Et d'ailleurs, c'est la raison, je le dis souvent, c'est la raison pourquoi les accords échouent. Oui. Ce n'est pas des solutions qui sont appropriées. Donc le Congo ne s'approprie pas les solutions.
il n'y a pas de solution locale aux problèmes locaux. Donc, ça m'amène à dire, nous parlons toujours de l'intégration régionale. Et ces problèmes de l'idéologie du génocide, on parle de la région. C'est une idéologie qui se trouve dans la région. Et je l'ai dit, c'est un argument, j'ai dit, il ne peut pas y avoir un succès de l'intégration régionale, par exemple, des États de l'Afrique de l'Est, sans éradiquer cette idéologie. Parce que c'est basé sur le faciès, c'est basé sur la langue. Alors, imagine-vous un Kikuyu, quelqu'un de l'Ouganda, Munyankole, ou bien Mufumbira, ou bien Munyarwanda de l'Ouganda. Comment ces gens peuvent accéder dans les sociétés congolaises s'il s'agit de coopération en commerce? Donc, ce que je dis, peut-être ça c'est un peu simpliste, mais je dis que c'est une interpellation aux pays de la région. Que ça, c'est un problème, c'est comme les bombes nucléaires, mais, ou bien la doctrine sur les bombes nucléaires. Donc, c'est une destruction de tout le monde. Ça va toucher chaque pays. Et donc, chaque pays a la responsabilité de voir avec les autres les mécanismes de solution. On a vu à Goma, justement, Bruno a mentionné ça, on a vu l'attroupement de plus de 25 000 Maïmaï à Goma, à la porte du Rwanda, de l'Ubavu. Il y avait 40 000 militaires congolais et il y avait le militaire de SADC à 4 000 et bien sûr les FDLR. Alors tous qui sont là pour la même raison, s'attaquer à quelque chose. Et ça, ce que j'ai observé, c'est vraiment la division des États de la région. Donc la SADC d'un côté, les États de l'Afrique de l'Est de l'autre côté, le pays entre eux dans chaque communauté poursuit leurs intérêts ou bien la relation bilatérale avec le Congo. Et du coup, il n'y a pas l'espace pour chercher la solution à un problème commun. Donc, je trouve que la solution doit commencer du pays des États de la région. Et pour terminer avec vous, Bruno, vous venez de nous décrire la situation qui prévaut dans la région, la propagation de l'idéologie du génocide, des discours de haine et tout ce qui conduit au massacre de masse, comme on en a vécu au Rwanda en 1994. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrer cette situation malheureuse? Alors c'est vrai qu'on parlait d'informer le public et d'essayer de... C'est aussi pour ça que je fais des recherches aussi. Hein, donc c'est pour m'informer moi déjà, et puis bon, après, si ça peut informer les autres, tant mieux. Mais j'essaie, voilà, essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans la région, au-delà de ce qu'on voit dans les médias, etc. Donc bon, il y a ça, mais c'est vrai que moi je ne peux pas m'empêcher de voir dans ceux qui manipulent les identités, etc., donc l'ethnisme, le tribalisme, etc., je vois quand même qu'à chaque fois, ce sont les mêmes qui ont des gouvernances vraiment catastrophiques et prédatrices, en fait. Parce que, voilà, on voit, il y a des articles de presse qui sont sortis sur les milliards qu'accumule la famille de Tshisekedi, et Mobutu faisait la même chose, etc. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même un mode de gouvernance qui est vraiment très particulier et qui est prédateur. Et on voit en même temps, on a l'impression que pour cacher, on va dire, pour perpétuer cette gouvernance, on cherche des moyens détournés, à détourner l'attention en trouvant des boucs émissaires, etc. Parce que le régime, à l'époque, le régime Habyarimana, il y avait aussi ces prédations. Alors évidemment, c'était à degré moindre, puisque c'est un plus petit pays, et donc il n'y avait pas non plus des ressources. Donc, mais on voyait qu'ils contrôlaient les usines à thé, c'était le café, etc. Donc ils avaient la main mise sur les exportations, etc. Donc on voyait qu'il y avait bien cette peur, en plus de partager le pouvoir quand il y a eu les accords d'Arusha. C'est ça aussi qui a fait qu'ils ont accéléré la mise en œuvre du génocide. Donc on voit quand même qu'il y a des similitudes. Et on voit aussi, par exemple,
quand le M23 a pris Goma, par exemple, on a vu le changement de gouvernance, en fait. Bon, c'est la même chose au Rwanda. On a vu que la gouvernance, c'était un autre projet. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait avant. Donc on voit bien qu'il y a aussi... on voit bien que dans le soutien qu'a le M23 auprès d'autres composants de la population congolaise qui ne sont pas des Tutsis congolais, on voit bien qu'il y a une envie de changement de gouvernance. Alors, on ne sait pas comment on va faire. Eux, ils ont choisi la voie armée. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, etc. Mais on voit bien que on n'a pas la solution comme ça. Mais on voit bien que quand même, il y a une histoire de gouvernance comme ça, de leadership, de gouvernance, etc. Donc, il y a quand même quelque chose à réfléchir dans ces choses-là. Bon, là, après, voilà, c'est de la politique aussi. Hein, donc, mais on voit que justement, ceux qui veulent tricher en politique trichent aussi ils manipulent les gens, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien entre ces choses-là. Merci en tout cas à nos deux invités. Espérons que dans la région des Grands Lacs, il y a de plus en plus de voix, de personnalités bien sensées qui vont lutter contre ces discours de haine, cette politique de l'exclusion qui a miné la région des Grands Lacs et qui, en fait de compte, peut déboucher sur des massacres de masse comme le génocide commis contre les Tutsis que le Rwanda a vécu il y a de cela 32 ans. Merci à Alex Mvuka, vous êtes spécialiste dans la résolution des conflits. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'émission. Merci beaucoup de m'avoir ici. Merci également à vous, Bruno Bodiguet. Vous êtes chercheur. Vous avez beaucoup travaillé sur le génocide commis contre les Tutsis, des recherches que vous continuez également à mener. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à vous toutes et tous qui avez suivi cette émission majuscule Propos. Prenez soin de vous. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.